Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a Jérôme Blanchet-Gravel avec nous. On fait le tour de l'actualité des 2 dernières semaines de Libre Média, notamment un de ses articles, Le wokisme pousse les jeunes au suicide. Quand même assez intéressant. Donc, on parle de ça aujourd'hui. Et avant qu'on commence le show, je vous fais apparaître à l'écran quelques instants un code QR pour une chaîne YouTube qu'on aime beaucoup, celle du Blond Modéré. C'est Samuel Rasmussen, évidemment. Il recevait Joanne Marcotte et Denis Julien hier. Donc, vous pouvez aller visionner la vidéo de votre côté avec ce code QR-là ou tout simplement vous abonner à la chaîne Le Blond Modéré. Jérôme, Donc, salut. Bonjour, messieurs. on remercie Jérôme d'avoir. Hier, on s'est parlé quand même assez tard et tu me dis, bon, pour des raisons de changement d'horaire, c'est jeudi, ça fonctionne pas. Puis hier, très tard, on s'est parlé de ça. OK, ben demain, ça ferait-tu? Puis il m'a répondu oui. Bon, fait que finalement, c'est mercredi au lieu de jeudi. Ça ne change pas grand-chose pour les auditeurs, mais au cas où vous vous demanderiez pourquoi, ben Un bouleversement, un bouleversement. c'est la raison. Ben oui, des bouleversements. Écoute, nous autres, on s'adapte à toutes les crises. Écoute, dans l'actualité de Libre Média, ben, j'ai envie de commencer par ça parce que Yann a branché au départ la discussion d'hier de Joanne et Denis Julien avec Samuel Rasmussen. J'écoute, je vais te le dire, là, j'ai été vraiment impressionné par la qualité de ce que j'ai vu, la vidéo que vous avez rendue publique hier sur YouTube et qu'on peut voir sur votre site web. On invite tout le temps les gens à aller directement sur le site web de Libre Média. On sait les enjeux là, avec la page Facebook. Là. Mais Oui, ou cette directement sur vidéo-là, notre page YouTube, mais effectivement, libremedia.com, c'est encore mieux qu'un trait d'union. exact. Donc, cette vidéo-là que vous avez faite chez Joanne qui dure là, quelque chose comme un petit peu moins de 10 minutes, je pense. 12 Là. minutes, je pense, oui. 12 minutes, ben ça s'écoute dans le temps de le dire, là, ça se visionne dans le temps de le dire, qui est titré Il est prétentieux de croire que l'homme peut contrôler le climat et qui évidemment est basé sur le dernier livre de Joanne qu'on a reçu pour en parler. Tu étais aussi présent à son lancement de livre à la Seine-Le Bourgneuf il y a quelques semaines. La couverture était faite par Flegg. Donc, la collaboration, j'allais dire, est presque naturelle là, dans le cas présent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sur le tournage de cette vidéo-là et sur comment ça s'est présenté? Et moi, je te le dis, c'est la qualité, là, au-delà du fond, ça m'a frappé la qualité du produit. Là. J'étais comme, OK, là, on est rendu, tu sais, les prises de vue aériennes. Ah oui, le Je- drone. je- Mais je- c'est sûr que moi, je suis pour rien à ce niveau-là. Là. C'est vraiment la réalisation de Francis Denis, qui est le directeur vidéo de Libre Média depuis presque, ça va faire 1 an en février prochain, qui assure tout ce qui est vidéo. Donc, c'est lui qui gère ça. Donc, vraiment. Moi, j'étais là. Évidemment, je participe au tournage, j'oriente un peu l'entrevue derrière, là. Mais la réalisation, les vues aériennes, c'est Francis Denis. Moi, je ne suis pas un gars de vidéo. Donc, je suis un gars plus de presse écrite. Non, mais évidemment, il y a une complémentarité à ce niveau-là. Donc, nous, c'était Mhm. très important pour nous de développer le volet vidéo. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. On est en 2023. Promésia est né en 2022. Donc, moi, j'ai fait une sorte, pas de transition, là, mais comme Ça sera un directeur bon de scoop, ça, média, Jérôme, qui annonce sa transition. transition numérique, non, une transition enfin audiovisuelle. Mais c'est la première vidéo que vous faites, si je ne me trompe pas, parce que j'ai suivi pas mal ce que vous avez publié. C'est la première vidéo que vous avez faite où c'est pas sous le style entrevue ou reportage où on te voit qui interagit avec la personne. Là, dans le fond, le montage qui retient, c'est presque, autrement dit, c'est un montage des réponses de Joanne Mais toutes sortes de formules. à On tes a, questions. Là. C'est un format qui est très intéressant, moi, j'ai trouvé. Là. c'est ça, Très on a plein de court. formats. On laisse pas pour autant, on laisse pas tomber pour autant les grandes entrevues. Donc, vous voyez sur YouTube, on a la chaîne est divisée en
en sections, là. Donc, vous avez les grandes entrevues, vous avez la section qu'on appelle le montage. Donc là, on va vers des trucs plus, pas dire artistiques, mais des capsules qui vraiment qui relèvent plus du portrait, en fait. Donc, le montage, les grandes entrevues. On a aussi Délit d'opinion, qui est une émission plus de géopolitique, où là, c'est plus un format podcast ou en tout cas un format plus de stream, là, comme on dit. Ou Anne-Laure Bonnel, qui est notre collaboratrice à Paris, qui a un mini-studio chez elle. Donc, Délit d'opinion, c'est la géopolitique. Les grandes entrevues, c'est les grandes entrevues, un format journalistique traditionnel. Tu t'es prêté au jeu, Frank, tu te rappelles. Il y a le montage. Il y a aussi les couvertures spéciales où là, il y a des sujets d'actualité qui surviennent comme ça, on les attrape au vol. Donc, la chaîne YouTube est divisée un peu comme vous. Là, vous avez des sections. Oui. Et dépendamment des sujets, bien évidemment, on sélectionne la formule qui nous paraît la plus appropriée pour chaque sujet. Dans le cas de Joanne, on passait. Vous voyez l'aspect nature aussi dans la vidéo. Hein. Donc, tu sais, c'est-à-dire, on aurait pu me présenter Joanne peut-être dans un F-150. Je sais pas trop. C'est pas tout à fait ça sa vie, c'est pas tout ça sa vision. Mais et aller évidemment au-delà de la caricature. Donc, tous ceux qui remettent en question le discours dominant sur le réchauffement climatique ne sont pas des amateurs de F-150 là, ou non, ou d'autres choses. C'est pas nécessairement des kings pollueurs. Là, il y a quelque chose d'un peu ridicule Mais là-dedans. le F-150 a été comme réhabilité là, récemment dans la politique québécoise. Oui, là. c'est ça, grâce à la nouvelle co-porte-parole. Oui, grâce à la Émilie! Mais oui, parce que quand, moi je me souviens très bien, quand Adrien Pouliot était chef du Parti conservateur, il avait fait une petite vidéo une année où il était à côté sur un pick-up et il parlait du prix de l'essence ou je sais pas trop. Et ça, là, ça avait été ridiculisé. Écoute, quel populisme, le pick-up, le conservateur, tout ça. Par contre, quand c'est une madame qui fait partie de l'avant-garde éclairée du granularia, elle a le droit d'être en F-150 et paraît-il que c'est très romantique. Ça incarne la ruralité. On est Ça, dans un... on s'entend que Québec solidaire n'ira pas plus loin avec cette porte-parole-là. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu son discours de victoire. Je ne sais pas si on peut appeler ça une victoire, mais c'était vraiment le niveau association étudiante de cégep. Là. Ça allait vraiment pas plus loin que ça. Les gens qui célèbrent son arrivée, disons, rafraîchissante. Pour moi, c'est le cégep, l'association étudiante du cégep. Ça reste mieux que Ruba Gazal. Ouais, non, moi je préfère quand même Mme Gazal, honnêtement. Ah ouais? Ben, moi, je la préfère parce qu'elle qui est une plus belle femme aussi. Bon, là, c'est un commentaire très, très macho, ça. c'est correct, ça rentre avec ton personnage. Ça, c'est pas différents points de vue. Madame, enfin, c'est... Enfin. Jérôme aime ça se mettre dans la merde dans notre podcast. Oui, c'est ça. Moi, vous me faites dire des affaires, vous, les gars, vraiment. Là, je me fais avertir. Là, je me fais taper ses doigts, m'amener, c'est clair. Là. Écoute, non, mais il y a bien des gens qui votaient pour Justin Trudeau parce que, semble-t-il, était jeune et beau. Tu as le droit de dire que tu préférais telle candidate pour des raisons esthétiques. Là, je veux dire, puis c'est sa fille mexicaine en lui qui parle. Là. Oui, c'est ça. C'est qu'il était corrompu mentalement par la culture mexicaine. C'est ça qui est arrivé. Mais non, mais c'est... Gazal est maghrébine quand même, là, d'origine. Québécoise d'origine maghrébine, pas mexicaine. Non, mais je parlais de toi. Non, on parlait de toi. Vu que t'es au Mexique, t'es comme colonisé. OK, oui. C'est notre univers mental, effectivement. Oui, c'est ça. C'est ton univers mental qui est... Les Mexicains, c'est des lovers. Là. Qui a été mexicanisé. Ben, c'est vrai, en plus, là. J'aime ça. J'aime ça être en terrasse à Mexico. C'est très, c'est très stimulant à différents points de vue. Là. Oui, c'est très stimulant. Ouais. Ah, oui. Écoute, on ne parlera pas trop de Québec solidaire parce qu'on a fait déjà le tour pas mal. Ouais. Moi, comme je l'ai dit, pour moi, dire j'incarne la ruralité parce que j'ai un pick-up, c'est comme quelqu'un qui dit j'incarne les Autochtones parce que j'ai un capteur de rêve. Là, je veux dire, c'est très risqué. Non, mais c'est tellement ridicule, c'est réducteur. On dirait, genre... Moi, quand ils ont annoncé ça, je me disais, on dirait un Européen qui débarque à l'aéroport de Québec et qui cherche les Autochtones. Là. Ouais, mais ils sont où, là? Les plumes, tout? Tu sais, il y a un côté très... Ça fait citadin qui arrive en ville avec sa vision romantique. Là. Ah oui, ici, les gens ont tous des pick-up, font brûler du gaz, tout ça. Tu sais, c'est extrêmement réducteur et ridicule. Mais
quand même un des événements, puis vous avez sorti quelque chose là-dessus que j'ai bien aimé, on en a parlé en début de semaine, il y a eu un genre de breakdown, entre autres. C'est un éditorial de François Cardinal dans la presse où il disait Hey, c'est pas drôle, les médias ont été écartés des funérailles de Karl Tremblay. On n'a pas pu rentrer, et je reprends sa phrase, on a été obligé de se faire passer pour des citoyens normaux. Ça, c'est quand même assez spectaculaire. Là. Oh boy. C'est incroyable de dire des choses pareilles. Donc, Ils sont vraiment susceptibles, hein, quand même. Oui. mais ils se voient vraiment comme appartenant à une caste différente du reste du commun des mortels. Ça paraît dans leur manière d'écrire, dans leur manière de s'exprimer. Le peuple, c'est comme une espèce de masse informe dégueulasse. Pas un spécialiste, mais on sent chez les Cowboys fringants quand même un certain ressentiment vis-à-vis des médias. Tu sais, certaines personnes disaient c'est un parti de l'establishment qui a pris position pour le passeport vaccinal, une fausse Centre Bell. Je ne me suis pas vraiment intéressé aux détails de tout ça. Mais finalement, on sent que c'est un groupe qui a un rapport conflictuel non seulement au milieu médiatique en général, mais une partie peut-être du milieu artistique. Si vous fouillez un peu dans Google, vous voyez là des tensions. On reproche. On va reprocher aux médias de ne pas leur donner la place qu'ils méritent au Québec. Tu sais, on voit qu'il y a une espèce d'historique tendu. Je ne vais pas me lancer dans des théories là, musico-politiques, mais c'est intéressant. Donc, on voit que Annick Lépine, avec cette sortie qu'elle a immédiatement retirée, là, son commentaire qui parlait, elle disait que les médias versaient dans la désinformation. Ben oui, c'est ça. C'est quand même rien de moins. C'est parce que les médias se sont carrément attaqués au groupe en disant ça n'a pas de bon sens ce qu'ils nous ont fait de ne pas nous laisser rentrer et de diffuser sur Facebook ce démon qui vole nos revenus publicitaires. Donc, on connaît la chanson. Là. Et là, c'est ça. Il y a une publication, vous l'avez capturée avant qu'elle se supprime, avant qu'elle l'enlève. Et voici ce qu'elle disait. J'entends la plainte des journalistes qui n'étaient pas au Centre Bell. J'ai beaucoup de choses à dire sur la façon que ces journalistes vous informent et sur l'industrie de la musique. Je suis trop fatigué et envahi par ce qui se passe pour vous écrire maintenant, mais j'ai une question. Chers journalistes, rapportez-vous sincèrement les faits ou vous créez la nouvelle? Je connais la réponse après 27 ans dans le milieu artistique. Je vais me coucher après 15 heures de condoléances intimes avec nos proches au vieux palais de l'Assomption. La photo n'était pas nécessaire, par contre, là. On voit que, bon... ouais, c'est ça. C'est probablement la raison du retrait de l'article. Parce que là, c'est une des personnes qui les plus suivies probablement maintenant dans le monde artistique. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on raconte sur les réseaux. Mais c'est de bonne guerre. Écoute, je n'ai pas le détail. Je n'ai pas fait d'entrevue avec elle, là, mais on voit, c'est ça, qu'elle traîne une certaine rancune à l'égard des médias, c'est clair. Et les journalistes qui sont habitués à être mis sur un piédestal, sont habitués de recevoir un traitement privilégié, entre guillemets. Ben, c'est que si ce genre de commentaires, ils sont très, très susceptibles, c'est clair. Ben, si tu lis les paroles que vous connaissiez ou pas, ou que vous soyez fan ou pas des Cowboys fringants, si vous allez voir un peu ce qu'ils ont fait à l'époque de l'album Break syndical, entre autres, c'est une critique de pratiquement tout ce qu'il y a dans la société québécoise. Donc, les politiciens, les médias, jusqu'à une certaine limite, les syndicats aussi. Tout le monde y a passé un peu là-dedans. Donc, c'est un groupe très contestataire. Les gens sont... Moi, je ne suis pas surpris de voir une publication comme ça quand on a déjà vu des paroles du genre les pleins de marde en Tuxedo et ce genre de trucs-là. Là, c'est un groupe qui était à la base qui s'exprimait dans le langage populaire avec une certaine vulgarité assumée. Moi, ça ne me surprend pas outre mesure. Et c'est comme, moi, je pense qu'il doit y avoir une frustration de la part de ces gens-là d'avoir... ils ont critiqué un système qui maintenant essaie de les récupérer pour bien paraître. Moi, je pense pas que Karl Tremblay serait très content de savoir que Bernard Drinville chantait des chansons des Cowboys fringants pour essayer d'amadouer des professeurs dans un truc à l'Université Laval. Si tu veux quelque chose de plus anti-Cowboys fringants que ça, c'est presque impossible. Devenant de gens
qui ont dit que les politiciens étaient tous des corrompus, des vendus à la solde de je sais pas trop quoi, qui sont prêts à. C'est retourner écouter les paroles de la chanson En Berne. C'est un classique des Cowboys fringants. Je veux dire, vous pouvez pas incarner plus ce qu'eux ont décrit à l'époque que les politiciens qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si tu fais un peu cette lecture-là aussi. Là. Il y a quelque chose d'un peu ridicule à les voir tous se mettre dans la photo. Ah, Carl, c'était notre ami, c'était. Oui, il y a un côté ridicule là-dedans. Oui, très hypocrite, effectivement. Il y a eu de la récupération politique, c'est clair. Après, on a vu qu'il n'y a pas eu d'hommage national en bonne et due forme. C'est-à-dire que là, tu me corrigeras, Frank, là, c'est toi le musicologue ici. Là. Mais pour quelle raison les Cowboys fringants ont refusé d'avoir un hommage pour Carl Tremblay à l'Église? C'est-à-dire qu'il aurait été, où les journalistes auraient été conviés de manière officielle et où il y aurait eu une sorte de couverture là, à RDI ou en temps réel, ou bon là, voici Éric Lapointe qui arrive chaud à l'église. Vous comprenez, comme on a vu Angéline, voici la conjointe de telle personne, un peu comme la reine d'Angleterre, vous comprenez? Mais je pense qu'il y avait une composante athée au Cowboys, si je ne me trompe pas. C'est à cause de quoi? Il y a une composante très athée au Cowboys fringants. C'est ça. Là, tu vois que ça a été dit, ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les Cowboys fringants auraient refusé un hommage national catholique, c'est-à-dire à l'Église? Imagine, ça aurait été ça. Est-ce que c'est la raison ou c'est parce qu'on sentait que c'était peut-être un peu exagéré malgré tout de réserver un tel hommage à Carl Tremblay, qui est un grand musicien, mais qui n'est pas non plus Charles Baudelaire, soyons clairs. C'est-à-dire que, bon, si Michel Côté n'a pas eu de funérailles nationales, pourquoi Carl Tremblay? Je ne veux pas remettre en cause son œuvre. Libra-Média lui a rendu hommage aussi à travers une caricature de Flegg. Mais est-ce que c'est une sorte de sentiment d'humilité, finalement, être conscient que finalement, c'est peut-être un peu exagéré, ou c'est parce qu'on ne voulait pas être célébré à l'Église? J'espère que ce n'est pas une raison athée, parce qu'honnêtement, là, c'est là que tu vois que les limites du modèle québécois puis du nationalisme péquiste, là, c'est-à-dire le peuple québécois a été quand même c'est fondamental, l'Église catholique, dans l'histoire du peuple québécois. Donc, refuser, je pense, des funérailles nationales sur cette base-là m'apparaît. En même temps, regarde comment les réactions qu'on a eues cette semaine avec Pierre Poilievre, qui se faisait simplement souhaiter un avant intéressant à la population canadienne. Là. On a eu des réactions de François Lambert, de Elsie Lefebvre, qui disait, qui associait ça, là, voyez, là, en arrière du discours économique se cache la droite radicale. La droite radicale, le prêtre catholique. Éventuellement, on veut aller l'avortement. Puis là, tu es là, tu dis, hey, Elsie, relax. Souhaitez joyeux Noël. Okay. C'est incroyable. Il y a une sorte de... il y a une hystérie anticatholique au Québec qui est littéralement... On l'a vu aussi au Palais du Congrès, l'annulation qui est littéralement hystérique, parce qu'en plus, il n'y a pas ce traitement-là et c'est spécifiquement relié à la chrétienté, parce que, je veux dire, Justin Trudeau, regardez ses réseaux sociaux et à chaque jour, il souhaite bonne fête de telle affaire à toutes les communautés, que ce soit musulmanes, sikhs, juives. C'est ça, c'est bon ramadan à gogo, mais on ne peut pas souhaiter joyeux Noël ni un bon avant aux chrétiens le christianisme, c'est la religion qui a façonné la civilisation occidentale. Et qu'on soit croyant ou non, si on ne peut pas reconnaître ça, on ne peut pas aller nulle part. Là. En plus, c'est des gens qui versent dans toutes sortes de néo-religions, qui font la morale à des gens qui croient à des vraies religions, entre guillemets. Je ne vais pas dire, ça c'est un débat, là, vraie ou fausse religion, en sens religion traditionnelle versus mouvement néo-religieux, etc., là, un nouveau mouvement religieux. Mais c'est des fans. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Verte qui nous disent que les chrétiens sont irrationnels. C'est quand même des gens qui pensaient qu'interdire le popcorn au cinéma durant la crise sanitaire avait un impact sur la courbe. C'est des gens qui croyaient à ça, qui vont dire que le christianisme est une sorte de superstition. Parce que vous pensiez que l'interdiction du popcorn au clap à Sainte-Foy allait aplatir la courbe. Là. C'est ces gens-là qui nous disent que le christianisme est une lubie, tout ça. Écoutez, je comprends que Marie, est-ce que Joseph était cocu dans l'histoire? Je ne le sais pas, là.
Ça se pourrait. C'est peut-être ça l'histoire de Jésus, là, sa naissance. On s'entend, là, la Vierge Marie, on s'entend, bon, le Oui, miracle, il y a peut-être un soldat romain qui est passé par là. Ça, on ne sait pas. comme dans la Mais chanson de Georges Moustaki. Fait que je comprends les oui, réticences de part et d'autre, mais la superstition ne s'est pas évaporée de la société, là, de la société québécoise. Quand on entend le maire Marchand penser qu'on a une planète à sauver, ça passe par un tramway à Québec, euh, on est tout à fait en sorcellerie ici aussi, là. ah non, ouais, ça et l'Apocalypse de Saint-Jean, moi, je vois pas de différent. Honnêtement, le discours. En plus, c'est ça, c'est que le discours écolo contemporain a une dimension foncièrement religieuse. Là, on attend l'Apocalypse, puis il faut qu'il y ait des gestes de contrition et de l'autoflagellation pour se purifier de nos péchés dans l'attente là, d'un espèce de monde utopique. Là, que, tu sais, c'est très religieux. Ça, et moi, ce que je constatais, puis c'est un peu ce que j'ai fait dans un tweet ironique, je disais quand même incroyable, pareil, qu'en 2023, un politicien pourrait, par exemple, faire référence au fait que des hommes peuvent maintenant allaiter et porter des enfants, mais ça dérange personne. Mais il souhaite joyeux avant dans la paix du Christ à la communauté chrétienne. On nous dit que c'est un fanatique. Mais un fanatique de quoi? Mais vous êtes fanatique de quoi au juste? Là? C'est assez incroyable, non? Tu sais, Effectivement, la réaction au tweet de Poilièvre est très symptomatique d'un rejet qui traduit en fait une sorte de malaise, c'est-à-dire fondamentalement, tu sais, la conscience collective ne peut pas avoir non plus complètement évacué le catholicisme. On a vu dans la crise sanitaire aussi à quel point on assistait à la grande messe. C'était chaque jour, c'était la Sainte Trinité, Arruda, Mécan, Legault. On était vraiment des fidèles. On est très, très catholique culturellement au Québec, mais on est très, très hostile au catholicisme. Donc, il y a quelque chose de Ouais. complètement ridicule dans tout ça. Puis Mais- aussi une inculture fondamentale. C'est-à-dire quand même bien que vous trouvez que c'est niaiseux, reste que ça a façonné l'histoire de l'Occident, des pays latins, Amérique latine au complet. C'est quand même bien que vous n'êtes pas d'accord, c'est là. C'est quand même bien que c'est ça. Ouais, Ça- c'est comme quelqu'un qui dirait, moi, j'aime pas la culture gréco-romaine. Ça, c'est peut-être que t'aimes ça ou pas, c'est ça qui a façonné la civilisation pareil. Là. Ben, c'est ça. Écoute, il y a 1 milliard d'hindous, il y a 1 milliard de musulmans. Il y a un conflit en Israël qui est sur des bases religieuses. Le monothéisme existe encore. Les chrétiens évangéliques sont en pleine expansion encore dans le monde, en Amérique latine, au Canada anglais. Même au Québec, il y a plein d'églises dont on ne parle jamais. Ce sont des églises baptistes, les témoins de Jéhovah, évidemment. Il y a toute une constellation assez incroyable de protestants. Là. C'est des protestants. Ils sont complètement ignorés. Et quand ils viennent au Palais des Congrès, on interdit leur assemblée de cuisine ou enfin leur rassemblement, je ne sais pas comment appeler ça. Alors que on n'a pas de leçon de morale à donner à personne. Là. Ça veut dire le gouvernement du Québec n'est pas. En fait, on voit la concurrence. Hein, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, en fait, l'État au Québec a remplacé l'Église. Donc, on ne souhaite pas de concurrence à ce niveau-là aussi, parce que dans le fond, c'est l'État qui devient la seule autorité. Donc, la religion devient une forme de concurrence dans la société. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas la tolérer d'une certaine façon. C'est l'État, c'est le chef, c'est le nouveau ministère, c'est le nouveau magistère. Donc, il y a ça aussi un peu comme un régime communiste, en fait. Là. Ils sont pas logiques à l'extrême de l'étatisme. L'étatisme ne tolère pas l'Église, on l'a vu durant la Révolution française. Au Québec, il y a ça aussi un peu. Là. L'État, c'est la nouvelle Église. Absolument. L'Église ne tolère pas d'autres de dogmes concurrents. C'est le contenu de l'excellent livre tu parlais de Francis Denis au début, qui est votre directeur vidéo, mais c'est le contenu de son livre aussi. Là. Et on l'a vu pendant la pandémie, on en avait parlé, moi et Yann. Les gens qui étaient dans des communautés très religieuses, eux, les commandements du gouvernement, c'est parce qu'eux, en dernière instance, ils rendent des comptes à Dieu, pas à Horacio Arruda. C'est ça. Fait qu'on a vu les Juifs, par exemple, des Juifs de Montréal poursuivre, déposer des injonctions, pas des injonctions, mais faire des recours judiciaires pour dire non, mais nous, on considère qu'on a le droit d'aller à la synagogue le dimanche, peu importe vos cochonneries, parce qu'on vit dans un pays libre, tout ça. Et ça a dérangé beaucoup de Québécois, ça. Ils n'écoutent pas, ils comprennent rien, eux autres. Mais ils comprennent rien. C'est parce que eux, leur boss, c'est pas le même que toi. Là. Exactement. Donc, c'est ça, vous comprenez. Là. Donc, ce sont des concurrents, en fait. Ouais, puis la preuve de tout ça, vous l'avez vu un peu, la recherche qui a été publiée cette semaine sur le complotisme qui serait très présent chez les conservateurs. Mais pour identifier c'est quoi le complotisme, on dit si vous remettez en doute la phrase suivante,
Les journalistes manipulent l'information. Si vous croyez que cette affirmation est vraie, vous êtes complotiste dans la recherche. Ben Ouais, là, c'est complètement ren- délirant. rendu là, je veux dire, on a tous vu la photo hier de PKP en train de parler pour la énième fois à François Legault en privé. Ah oui, Rendu là, si les gens pensent que l'information est manipulée, je pense qu'ils sont légitimes de le penser. La journée que la CAQ a perdu son lustre, c'est la journée que PKP a largué François Legault dans les médias suite à qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, attends un peu. Est-ce que Air Transat, PKP voulait l'acheter? Est-ce que ça a été refusé éventuellement, cette affaire-là? Ça n'a pas fonctionné. C'est pas mal dans ces dates-là hein, que François Legault puis PKP ont commencé à être un peu en froid. Et soudainement, les chroniqueurs de PKP étaient plus gentils avec François Legault. C'est fou comment que c'est toute de la chance, ces choses-là. C'est des circonstances Je ne suis pas qui encore tombent. convaincu, moi, que c'est organique, cette remontée spectaculaire du PQ. Oui, parce que la souveraineté ne bouge pas systématiquement. Jean-Marc Léger en parlait un peu dans ses tweets. On est à 34-35 du côté de la Ouais, souveraineté. c'est la moyenne des 20 dernières années. 33, 34, 35 dans ces eaux-là, et on est exactement dans la moyenne. C'est un transfert de vote de la CAQ vers le PQ, qui Ça, est donc, un c'est vote un mouvement, par contre, qui peut être véritable, parce qu'on le sait que la CAQ avait sur le basé PQ son 2.0. électorat sur celui du PQ en partie, en allant chercher des deux côtés. Mais on sent pas, en tout cas, moi, je sens pas d'élan collectif vers le PQ. Là. Tu sais, on s'entend à moins que C'est un quelque vote de chose échappe protestation complètement. encore. L'engouement vers le PQ, j'ai pas vu ça passer. Là. On voit que ça relève quand même en bonne partie d'une fabrication médiatique. Après, écoute, j'espère qu'on ne va pas vers de nouvelles subventions aux médias. Là. Vous l'avez sorti la semaine passée, on l'a repris. Je ne peux pas croire qu'on va encore envoyer de l'argent, des millions pour des Ah oui. médias de has-been qui ne comprennent pas le marché Ah, je peux le numérique. croire, moi. Je Ouais. peux le croire. Ah oui, je peux le croire. On s'en va vers là parce que, justement, François Legault est dans ses derniers retranchements présentement. On a vu les sondages un matin sortir. On est à 25 au niveau de la CAQ. On ne formerait même pas le gouvernement. Ce serait un gouvernement minoritaire péquiste qui rentrerait demain matin si on avait une élection. Quel vent de fraîcheur. Mais dans cette situation-là, avec les chiffres actuels, je ne vois pas François Legault finir son mandat. Donc, le monsieur, dans ma tête, veut se battre le plus Ah, c'est ça, possible. il est quand même ultra majoritaire. Il faut dire, c'est quand même un retournement assez incroyable. Oui, exactement, Ouais. mais c'est pas vrai que ce monsieur-là va accepter une défaite humiliante dans une élection. Donc, l'avantage de son côté, c'est qu'il lui reste un petit peu moins que 3 ans. C'est quand même très long, 3 ans. Donc, de ce côté-là, il peut essayer de sauver les meubles. Et le moyen facile de sauver les meubles, c'est d'identifier l'élément déclencheur de sa chute. L'élément déclencheur de sa chute, c'est Québécois qui l'a largué. Donc, de Mais je voir pense que François. si François Legault accorde, je sais pas, une nouvelle enveloppe de 50 millions aux médias québécois, TVA en reçoit 20, je pense que la couverture médiatique Oui, envers la CAQ va devenir plus favorable. tout à fait. Ben, Complotiste. Je sais. ben, je Mais c'est pense que pleinement assumé. Je ne sais pas si j'irais jusque-là, parce qu'on voit que le jeu est quand même complexe et on voit que c'est quand même fascinant. C'est-à-dire, autant on peut se soumettre, mais vraiment se soumettre au pouvoir pendant la crise sanitaire. Je veux dire, ça a été une orgie de lèche-bottes. Je veux dire, c'est incroyable. Là, tu sais, se C'est hallucinant. soumettre à tel point au gouvernement. Et tout d'un coup, finalement, il n'y a pas de fidélité. En fait, il n'y a aucune loyauté dans tout ça. Quand même, on reste dans un régime, malgré tout, où les intérêts de part et d'autre, les gens se tirent la couverte de leur bar. Rappelle-toi du Les mois sont Colisée. rapides. Moi, ça m'étonne quand même à quel point on peut être soumis et tout d'un coup se dégager. Mais Reste Jérôme, c'est pas la première fois. C'est pas la Pardon? première fois qu'on voit ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Rappelle-toi C'est la première le. fois qu'on voit ça depuis la crise sanitaire quand même, qui n'est pas Ouais. Mais un moment anecdotique. Là, ouais. Mais rappelle-toi du centre Vidéotron dans la région de Québec, ça a été très puissant, cette affaire-là. Ça a été carrément financé sous le règne de. C'était-tu Jean Charest ou Pauline Marois? C'était ouais, Pauline c'était Marois. Charest.
C'est Charest-Marois. Charest au début, ça. Les conservateurs, la photo des Nordiques, les gilets des Nordiques avec les conservateurs, envoie l'argent fédéral, let's go, la région de Québec. On a voté NPD. Boum! Tu sais, Ben oui. c'est La genre, on venait d'avoir notre vote, Colisée. On a eu notre Colisée, on a eu notre 400 millions financé de l'ordre de 150 à 200 millions par le fédéral de mémoire. C'est du vieux stock, là, ça date, là. Mais un gros financement et on a fait un finger aux conservateurs, rentre le NPD à grandeur dans la région de Québec. T'es là, tu te dis, voyons. Mais La moi, fidélité, il n'y en a pas, là. Moi, si j'étais conseiller de François Legault, ce que je ne suis pas et ce que je ne serai jamais, j'essaierais d'arrêter de manœuvrer la barque dans ces eaux-là qui sont très agitées en ce moment. Je prendrais un break et j'attendrais que les autres se cassent les dents. Ouais. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Jouer la trappe. Mais pourquoi je dis ça? Pour la raison suivante, c'est que dans le sondage qui est sorti ce matin dans le Journal de Montréal, on demande aux gens c'est pourquoi ils ne sont pas contents. C'est quoi qui fait qu'ils ne sont pas contents en ce moment? La première réponse, c'est le gouvernement n'a pas réussi à améliorer le système de santé et d'éducation. La deuxième, c'est la hausse de salaire de 30 pour les députés. Bon, il y a l'histoire des Kings, tout ça. Ça, c'est vrai que c'est une erreur de la CAQ. Ensuite, en quatrième place, il y a je n'aime pas ces politiques nationalistes comme la loi 21, loi 96 et l'arrêt des subventions pour les étudiants hors Québec qui viennent étudier dans des universités anglophones. Essentiellement, là, quand tu regardes la liste, la raison pour laquelle les gens sont mécontents, c'est toutes des choses que le PQ aurait faites, soit la même chose, soit pire. Et quand on parle des lois identitaires, c'est sûr que le PQ ferait pire que la CAQ de leur point de vue à ceux qui n'aiment pas ça. Quand on parle de régler les problèmes du système de santé et d'éducation, le PQ ferait certainement pas mieux que la CAQ avec leur plan. Donc, ce que lui doit faire, c'est laisser... Parce que PSPP, en ce moment, il surfe un peu sur des niaiseries. La souveraineté, le budget de l'an 1, la pièce québécoise, ça va-tu être la face de l'évêque ou la face de Pauline Marois qu'on va mettre dessus? Mais un jour, il va être obligé de se commettre au vrai sujet. Genre, monsieur PSPP, si vous êtes élu demain matin, que faites-vous pour redresser la barre dans notre système de santé? Et là, moi, je pense qu'ils sont complètement démunis parce que ce qu'ils proposent, c'est essentiellement ce que la CAQ fait à quelques virgules près. Donc là, moins affairiste, plus fondamentalement social-démocrate, moins... ça reste, je pense qu'ils sont plus à gauche, pour le dire simplement. Oui, mais c'est la continuité de faire des choses qui marchent oui, pas. c'est le modèle québécois, c'est sûr. Là. On est encore 100% le modèle québécois. Donc, il n'y a aucune volonté, aucune réflexion sur sur le système, sur la situation de la société québécoise, sur la natalité, par exemple. Ils vont évidemment baisser les seuils d'immigration pour faire 0 enfant, verser dans le néo-féminisme, dans l'écologisme apocalyptique. C'est-à-dire, ils vont être dans l'éco-anxiété. C'est ça l'erreur fondamentale des nationalistes, c'est qu'ils ont adhéré à toutes les idéologies qui ont défait le Québec. C'est-à-dire, à part la souveraineté. C'est-à-dire, d'abord, ils sont de gauche, ça part très, très mal à ce niveau-là. Donc, les péquistes, les nationalistes, ils ont été des féministes, des écologistes, des sanitaristes, qui ont adhéré à tout ce que défait la natalité au Québec. Ça reste que le combat du peuple québécois reste un combat démographique. Là, on peut bien faire passer 50 lois, mais c'est une affaire démographique. Si vous ne faites pas d'enfants, vous n'avez aucun avenir. C'est aussi simple que ça. Pourquoi les Mexicains, il y a 50 millions d'hispanophones aux États-Unis? Tout est là, c'est la démographie. Donc, quand même bien que vous étendriez la loi 101 de la garderie à l'université, que vous fermez l'université McGill. Vous pouvez faire tout ça si vous voulez, mais s'il n'y a pas d'enfants au Québec, il ne se passera rien. Là. Puis le fardeau fiscal, la moitié de la population est inactive. On paye des pensions pour les retraités. On passe notre temps à faire ça. Le Québec s'effondre, tout simplement. N'est plus supporté par des forces vives. Et le PQ n'en a aucune idée. Absolument aucune idée de ça. Ils sont complètement aveugles, en fait, aux causes structurelles du déclin du Québec. Donc, moi, je n'ai aucun espoir véritable envers ce parti-là. Ton analyse est anachronique, vieillotte. C'est rétro. Le PQ, c'est un parti rétro qui veut recréer
Le... Ah non, c'est comme si les gens retournaient s'acheter des disques de Noël de Paul Darèche. C'est là qu'on est. Là. On redécollasse la petite vie, Frank. Ah oui, ben oui, c'est la petite vie qui redécolle. Hey, je veux que tu nous parles de ton un édito de cette semaine qui est quand même assez percutant là, dans Libre Média. Ça s'appelle « Le wokisme pousse les jeunes au suicide ». On parlait de religion avant. Je pense qu'on peut décréter cette mouvance-là comme étant relativement religieuse. Tu reviens sur sur des propos qu'avait eu Fred Tétu dans l'entretien que vous avez eu ensemble. Je sais pas comment tu voudrais reprendre ça, si tu veux nous résumer un peu le propos que tu tenais là-dedans, mais c'est quand même inquiétant. Là. Ce que tu racontes là-dedans. C'est un peu provocateur. Bon, certains m'ont reproché d'utiliser un peu la tragédie du suicide pour parler du wokisme, mais c'est pas vraiment ça. Le point, c'est vraiment que le wokisme pour les gens, d'abord, les gens ne savent pas trop c'est quoi le wokisme. Ça reste un terme très englobant qui est très large. Enfin, le wokisme, c'est toutes les causes de la nouvelle gauche. En gros, c'est tout ce qui est à gauche aujourd'hui dans la nouvelle version de la gauche. Donc, la gauche qui n'est plus vraiment centrée sur les travailleurs, mais plutôt sur, on le sait, la diversité culturelle, sexuelle. Donc, la gauche qui est déconnectée des aspirations populaires. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas juste ça. C'est-à-dire, le wokisme, c'est pas juste un mouvement politique, c'est un mouvement qui est psychologique. C'est ça comme ce qui est nouveau dans l'analyse. Il y a beaucoup d'anxiété là-dedans. Là. C'est ça. C'est-à-dire que puis j'ai eu un peu cette révélation-là, entre guillemets, quand j'ai lu le livre de Catherine Dorion. C'est-à-dire son livre de 312 pages, là, entre c'est plus que 300 pages, la politique n'apparaît presque jamais. C'est-à-dire c'est un livre qui parle d'abord d'elle-même et c'est un livre psychologisant. Là, on est dans une psychologisation de la politique. Enfin, on ne sait plus c'est quoi la politique. Si vous êtes anxieux, je veux dire, la solution n'est pas politique. Là. C'est-à-dire quand même bien qu'on ne sait pas ce qu'il cherche. Donc, c'est une posture, c'est une esthétique, le wokisme. C'est je souffre, donc je suis. C'est une complainte perpétuelle. Et c'est un mouvement de victimisation, c'est un mouvement très dépressif, donc qui présente la vie. En fait, c'est un rejet de la vie. C'est ça, en fait, la conclusion. Là, c'est que c'est un rejet de la vie. Et on le voit à travers l'obsession pour les cibles zéro. Zéro COVID, zéro calories. Même en France, Éric Zemmour parlait de zéro immigration. Tu sais, l'obsession du zéro. On est contre les feux d'artifice, on est contre la fumée du barbecue. C'est un mouvement qui est contre la vie, qui n'est pas juste politique, mais psychologique. Donc, à travers ce refus de la vie, il y a vraiment des traits très dépressifs, voire suicidaires. C'est de la conclusion. Paranoïaque aussi. Si la vie, c'est un risque pour la santé, si la vie, c'est une atteinte à la nature, si la vie, c'est une insupportable oppression, si la vie, c'est une insupportable charge mentale. Et là, il vous reste juste à vous suicider, en gros. C'est quand même ça un peu le message. Une espèce de bouddhisme où on vise l'espèce de l'extinction de la vie, l'extinction des sens, l'extinction. Il faut atteindre une sorte de nirvana, qui est l'espèce de. Le nirvana, c'est le safe space global. C'est-à-dire, le nirvana, c'est le moment où il n'y aura plus aucune forme d'oppression, plus aucune forme de microagression, plus aucune forme de danger dans la société. Donc, l'utopie suprême, c'est celle-là, mais qui n'est pas tout à fait politique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'atteindre l'égalité parmi les hommes nécessairement. Bon, c'est ce qu'on va prétendre, mais c'est plutôt une société 100% policée, 100% aseptisée, 100% morte. Le wokisme, c'est le refus de la vie. C'est ça le fond. Après ça, il faudrait que je m'astine avec des interlocuteurs qui se sont penchés sérieusement sur la question. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits récemment là, sur le wokisme. Est-ce que tous les observateurs sérieux du wokisme seraient d'accord avec moi, ce que je perçois comme une psychologisation de la société constante? Faudrait voir, là, mais moi, c'est ce que je vois. Ben, c'est l'idée que. Et oups, Jérôme vient de geler dans l'écran. Peut-être. La phrase était finie, c'est au moins. Oui, c'est ça. Au moins, sa phrase était finie. Peut-être réactualiser, Jérôme, si jamais tu nous entends encore. Mais c'est. Moi, en tout cas, je le perçois un peu de la même manière. C'est l'individu est un être fondamentalement anxieux, malheureux, déprimé dans ce monde-ci. Et le problème n'est pas lui.
mais le monde qui est devant lui. Donc, on devrait adapter les toilettes pour lui faire plaisir. On devrait adapter l'enseignement pour lui faire plaisir. On devrait adapter la santé pour lui faire plaisir. En fait, c'est un peu, ça a l'air c'est un cliché de dire ça, là, mais c'est un peu la vision sociale et politique de l'enfant roi. Là. C'est Il y ça, a, c'est il de y la a déresponsabilisation de A à Z. c'est C'est ça. moi, je me vois comme X, Y, Z, donc tout le monde devrait me voir comme tel. Catherine Dorion est la première enfant roi élue. Elle a 40 ans. Les premiers enfants rois ont ces âges-là à peu près. Ils sont devenus, depuis un certain temps, des parents valets, éventuellement. Ouais, puis tu sais, c'est quoi c'est quoi le classique c'est comment on distingue un enfant par rapport à un adulte? Les gens qui sont parents vont le savoir, ou si vous avez des frères et sœurs plus jeunes, ça va faire écho à ce que je dis. En général, un enfant se caractérise par le fait que rien n'est de sa faute. Donc, Déresponsabilisation. quand un enfant échoue à l'école, c'est pas de sa faute. Le prof est con, tout le monde est con, personne ne le comprend. Quand il a le sentiment de vivre une injustice, c'est pas lui qui est peut-être dans l'erreur, c'est mon père est con, ma mère est ci, tout le monde ne me comprend pas. Ben, moi, quand je regarde un parcours comme celui de Catherine Dorion et celui des woke, c'est ça. C'est des gens qui sont comme en crise d'adolescence, en recherche d'identité, ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et ils ont l'impression que tout est. Parce que le propos de Catherine Dorion, c'est lui. Là. Il y a un genre de complot mondial contre moi-même. Tout le monde était contre elle. Là. La société, les médias. Écoute, elle pense que tout le monde est contre elle, puis être gauche. À quel point tu vis dans un univers parallèle. Littéralement, le tapis était déroulé devant tes pieds. Il y avait des publi-reportages. Encore, tu es invité partout. Je veux dire, mais c'est une vision paranoïaque. Tu veux créer un personnage rebelle, on va t'aider à montrer que tu es une rebelle. On va les faire, les photos avec tes Doc Martens. Mais... Comment je te dirais ça? Ils me touchent pas, ces gens-là. J'ai tellement l'impression qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas le mien. Là. Genre, I don't care. I don't fucking care. Ton ressenti ne m'intéresse pas. La politique, ce n'est pas la gestion du ressenti. La politique, c'est les règles du jeu. C'est l'arbitrage de la partie. Que tu sois déçu d'avoir perdu, m'en sacre. Est-ce que les règles ont été respectées? C'est tout ce qu'on demande à la politique. Moi, Soyez l'arbitre. Je trouve tellement que cette mouvance-là, c'est comme... Maintenant, si mon équipe est plus forte que la tienne, who cares? Qu'est-ce que ça change? Il y a un gagnant, il y a un perdant. Ce qu'on veut, par contre, c'est que l'arbitre soit juste. C'est la seule chose qu'on demande. C'est la raison pourquoi il y a autant de choses frustrantes en politique présentement. C'est la raison pourquoi même les gauchistes sont du même côté que nous, du côté des subventions des entreprises. Parce que ça se joue sur notre sentiment d'injustice. On a l'impression que l'arbitre favorise certains joueurs. C'est ce qui frustre les gens. Mais quand les règles du jeu sont établies, puis l'arbitre semble fair, qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd? Rendu là, c'est pas important. Ben non. Mais les gauchistes réalisent pas que leur ressenti, ce n'est pas ça qui prime. On ne fait pas de la politique pour améliorer le ressenti des gens. C'est le bout qui me dépasse dans leur idéologie, moi. On dirait qu'ils savent pas pourquoi ils font de la politique. Non, puis, tu sais, le jour où ces gens-là vont créer quelque chose et non pas simplement juste détruire, parce que pour l'instant, c'est ça, c'est la phrase que disait Thierry Ardisson, le présentateur de télé français qu'on avait fait jouer il y a quelques semaines. Il disait, le wokisme, au fond, c'est quoi? C'est une mouvance de destruction. Tout ce qui touche... Oui. C'est la phrase de... Je pense que je l'ai quelque part dans le soundboard. Ce qu'un social-démocrate ne faisait pas dans les années 60-70. Ce qu'à la limite, un communiste ne faisait pas quand il vendait au prolétariat l'idée de donner le pouvoir à la classe ouvrière. Le but était de créer un monde meilleur, créer une utopie. Le but du social-démocrate était de créer un monde plus égalitaire.
de donner l'opportunité à tout le monde de Ah naviguer ouais. dans le système. Le but était de créer, n'était pas de détruire. C'est quoi qu'il disait, le monsieur jaune-orange? You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke. Everything woke. It's true. It's true. Everything woke turns to shit. Okay? Ben, Non, c'est ça. mais excusez-moi, c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un excellent résumé. C'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les séries télé, les livres, les produits culturels, ils les Détruisent. dénaturent, ils les détruisent jusqu'à les aseptiser à un point où les gens ne veulent même plus les regarder, Mais ne crée Et- rien de leur côté. mais ils créent rien. Quand Ils ne- ils créent quelque chose, ça donne le podcast que tu nous as fait jouer hier. Ah oui, des gens autour d'une table en pleine crise de paranoïa qui se demandent quel pronom ils devraient utiliser. Puis là, j'en ai un qui veut que je dise les deux en même temps. Puis là, je me sens... Tu sais, ce n'est que... Du ressenti. Jérôme a raison, ce n'est que de la psychologisation du quotidien. C'est comme si il faudrait adapter l'entièreté du réel à l'angoisse de vivre de ces gens-là. Rien n'est... Tu sais, c'est l'ado qui est en crise parce que ses parents lui disent « Tes pieds, mets-les pas sur la table du salon. » « Ouais, mais moi, je vais mettre mes pieds à la table du salon. Non, mais quand tu auras une maison chez vous plus tard, tu mettras les pieds sur la table du salon si tu veux. Nous autres, chez nous, tu les mets pas dessus. « Ah, mais moi, mes parents, ils me briment, j'ai pas le droit de m'exprimer. » C'est du conformisme patriarcal. C'est mon père qui a décidé que j'avais pas le droit de faire ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Ah oui, mais c'est carrément ça. Là. C'est carrément ça. Écoute. On a perdu Jérôme. Pour de vrai. Jérôme, écoute, Jérôme parlait de Catherine Dorion, c'est le politburo de QS qui a pris le contrôle du podcast. Il l'a fait bugger. Ou c'est les arbres dans son coin qui ont poussé trop vite et qui ont fait tomber la ligne électrique. Ah oui, il y a une branche qui a traversé le mur de la maison. Puis là, j'imagine qu'il a dû essayer de m'écrire pendant qu'on enregistrait, puis qu'il était parti. Mais il y a juste un problème, c'est que mon téléphone sert de caméra. Fait que quand il y a des textos qui rentrent, je les vois pas. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que écoutez, merci tout le monde d'avoir été là pour le podcast, autant les gens sur Patreon que sur la partie gratuite. On vous rappelle ce qu'on a plugué au début. Le podcast de Joanne Marcotte avec Denis Julien sur la chaîne de Samuel Rasmussen, le blond modéré. Donc, vous avez le lien au bas de l'écran, mais je le dis à l'audio pour ceux qui utilisent, qui ne peuvent pas scanner de code QR parce qu'ils sont uniquement en audio. Et évidemment, on remercie Jérôme d'avoir été là, même si le dieu de la gauche l'a fait bugger et qu'il a été obligé de nous quitter de manière prématurée. Hey, c'est notre podcast le plus complotiste depuis longtemps, pareil. Hein. Ah oui. Là, on est dans le gros complot. Là. Écoute, on va être flagués, les décrypteurs de Radio-Canada. Jeff Yates, c'est-tu notre cas? Ah oui, il doit être sur notre cas, lui. Là. Grâce à nous, il va peut-être avoir son 3 millième abonné Twitter. Oui, non, ces gens-là, ils sont à temps plein pour nous expliquer que eux autres, ils voient des... Eux autres, c'est les décrypteurs du média neutre et indépendant, mais tous les complots décryptés sont toujours des gens de droite. Fait que ça, c'est ça, moi, que j'aime avec ça, c'est que... j'ai pas été fin. Il est quand même rendu à 20 000. J'ai pas été fin. Ah non, il y a une certaine populaire, Jeff visibilité. Yates, hein. Mais c'est ça, en terminant, rappelez aux gens libremedia.com, donc libre avec un trait d'union media.com pour retrouver tous les articles dont on a parlé aujourd'hui, tant l'édito de Jérôme que le truc sur Carl Tremblay et aussi le documentaire avec Joanne Marcotte. Donc sur ce, merci tout le monde d'avoir été là et on se reparle dans un prochain podcast.